Visuellement, le dollar est partout. C'est le type même de la marque mondiale. Il n'est aucun endroit sur la planète où un billet de 20 $ ne sera pas reconnu pour ce qu'il est. Psychologiquement, c'est beaucoup plus qu'un simple moyen de paiement, presque le symbole universel de l'enrichissement. Il n'y a qu'à voir le nombre de films ou de romans qui ont le mot dollar dans leur titre. Économiquement, évidemment, le dollar est au centre de tout. Pour certains, il est le symbole de l'efficacité économique des États-Unis, pour d'autres, celui de leur impérialisme. Bref, quand le dollar tousse, c'est le monde qui s'enrhume. Voici donc, raconté par ceux qui l'étudient, qui y participent ou qui en sont les spectateurs, l'une des plus extraordinaires sagas économiques du monde moderne, celle de la montée en puissance du dollar, devenue en moins de 2 siècles la monnaie du monde. Avec aujourd'hui une question, cette ascension va-t-elle se poursuivre à l'infini? Ou bien, au contraire, le monde est-il en train de changer, et avec lui, le destin de la monnaie américaine? Les grands symboles de la puissance économique américaine sont Microsoft, General Electric, l'université d'Harvard et le dollar. On est au restaurant, on entend des gens discuter, le mot dollar est employé toutes les 2 phrases, quoi, donc c'est absolument omniprésent et c'est donc plus qu'une monnaie. C'est une obsession ici. Pendant une manifestation anti-américaine, vous pouvez voir des gens casser la vitrine d'un McDonald's ou brûler un drapeau américain, mais vous ne verrez jamais personne brûler des dollars. Je connais des gens qui se promènent à Paris avec des jeans sur lesquels il y a un petit carré en cuir qui prend $1, mais je connais personne qui se balade aux États-Unis avec un jean sur lequel il y a €1. Pour raconter l'histoire du dollar américain, rien de mieux que d'aller filmer des historiens, ou plus exactement des numismates. Nous sommes ici au plus grand money show des États-Unis, celui de Memphis, au Tennessee. Ce sont de véritables œuvres d'art, comme des Picasso ou des Monet. Ces dollars sont superbes. Vous en voulez combien? Quand on crée un tout nouveau pays, il faut aussi inventer une nouvelle monnaie. Les États-Unis ont voulu tout de suite faire quelque chose de différent en adoptant d'emblée le papier-monnaie. Vous pouvez suivre l'évolution de notre pays en observant le changement de style des billets de banque. Les gens les collectionnent en espérant qu'ils prennent de la valeur. Cette vente devrait en principe rapporter entre 6,5 millions et 7 millions de dollars. Quand la jeune République américaine débute dans la vie le 4 juillet 1776, date de la signature de la Déclaration d'indépendance, elle a tout de suite des problèmes d'argent. Car le colonisateur anglais n'accepte pas d'être ainsi rejeté. Il faut donc lui faire la guerre pour le bouter hors du pays. Ce qui, même avec l'aide des Français du marquis de Lafayette, coûte cher. Alors, pour financer la guerre, les dirigeants du pays ont une idée géniale, créer une monnaie de papier. Au moment de la guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne, nous avons commencé à émettre ces billets de banque. C'est ce qu'on appelle la monnaie continentale du nom du Congrès continental qui réunissait les colonies voulant l'indépendance. Pour la première fois, on peut lire sur ces billets le mot « dollar ». Mais d'où vient-il ? L'histoire du dollar ne commence pas en Amérique, mais en Europe centrale. Au XVe siècle, il y avait d'importantes mines d'argent dans la vallée de Saint-Joachim, qui est aujourd'hui en République tchèque. On frappait donc ces pièces à proximité et on leur donna le nom de Joachim Thalers, ce qui veut dire « en provenance de la vallée de Saint-Joachim ». Plus tard, Joachim Thaler fut abrégé en Thaler et devint le terme générique pour désigner toutes les pièces d'argent de ce type. Et au final, par déformation, Thaler donna naissance au mot « dollar ». Quant au signe dollar, il semble lui aussi avoir des origines lointaines. Voici une autre pièce d'origine américano-espagnole. Laissez-moi vous montrer quelque chose.
Là, vous avez deux globes et deux piliers qui symbolisent l'union de l'ancien et du nouveau monde. On pense que c'est ce motif qui a inspiré le signe dollar, surtout les deux piliers représentant les colonnes d'Hercule et le ruban qui serpente autour. La guerre contre les Anglais gagnée, les États-Unis s'attaquent à l'organisation administrative et politique du pays. On rédige la célébrissime Constitution et George Washington devient le premier président des États-Unis. Son portrait orne depuis tous les billets de $1. Il choisit comme ministre des Finances un ancien banquier, Alexander Hamilton, qui lui de nos jours a droit au billet de $10. Hamilton veut créer une banque centrale, fédérale et nationale qui serait la seule à pouvoir imprimer des dollars. Il est convaincu que c'est indispensable au développement du commerce et de l'industrie. Point du tout, lui rétorque Thomas Jefferson, lequel aujourd'hui ne figure que sur les billets de $2. Pour Jefferson, la banque centrale est de trop, car la vocation du pays est de rester décentralisée et agricole. Pour en apprendre davantage, le plus simple est de ressusciter les protagonistes. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Monsieur Jefferson? Bonjour, enchanté. Alors, monsieur le ministre, pourquoi créer une banque centrale? Notre dette s'élève à 80 millions de dollars, une somme impressionnante, je sais. La création d'une banque centrale nationale est absolument nécessaire pour soutenir et stabiliser notre monnaie. Grâce à elle, on pourra emprunter en cas de besoin. Nous serons aussi beaucoup plus crédibles aux yeux du reste du monde. Il faut vraiment avoir l'esprit mal tourné pour considérer que tous ceux qui veulent une industrie et une économie prospères et bien organisées sont par définition des gens malhonnêtes et corrompus. Je ne prône évidemment pas la pauvreté. Je crois simplement qu'il faut faire attention à ce que l'argent public soit distribué de manière équitable. Il faut veiller à ce qu'il travaille au bénéfice de tous et pas seulement pour une minorité de privilégiés. L'affaire se termine par un compromis. En 1791, on installe dans cet immeuble de Philadelphie la première banque centrale fédérale du pays. Malheureusement, ce n'est qu'un fantôme de banque centrale, car elle n'a pas le droit d'imprimer des dollars. En plus, les opposants à son principe même obtiennent sa fermeture au bout de 20 ans. Bref, quand la conquête de l'Ouest débute, le pays n'a pas de banque centrale. Le gouvernement fédéral ne fait que donner son agrément à des banques privées locales pour qu'elles impriment leurs propres dollars. Question, quelle monnaie avaient en poche les cow-boys pour se payer un whisky et que trouvaient au fond du coffre les malfaiteurs venant d'attaquer les trains? Réponse, pour les pièces, à peu près n'importe quoi. Par exemple des monnaies d'or ou d'argent frappées au Mexique. Pour les billets, c'est encore plus compliqué. Pendant la première moitié du 19e siècle, les États-Unis n'avaient pas de monnaie nationale. Des centaines de banques privées locales pouvaient imprimer des milliers de billets différents. Vous avez environ 8000 banques qui émettent chacune en moyenne 8 coupures différentes. Vous arrivez comme ça à un total de plusieurs dizaines de milliers de billets différents. Le tout à l'usage d'une population qui n'a pas l'habitude des documents imprimés, sauf peut-être de la Bible. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent et distinguent les vrais billets des faux? En 1860, il y a encore environ 10 000 types de dollars différents en circulation. C'était une époque de rêve pour les faux monnayeurs, surtout les faux monnayeurs malins. Aujourd'hui, fabriquer de la fausse monnaie consiste à imiter au mieux la vraie. Mais avec des milliers de billets de banque différents en circulation, les faussaires intelligents ont vite réalisé que ce n'était pas la peine de se compliquer la vie à copier des billets existants. Il était beaucoup plus malin de créer des banques fictives et les billets qui vont avec. Ça s'est souvent produit à cette époque. Pour tout compliquer, les banques et les faussaires ne sont pas les seuls à s'y mettre. Des compagnies de chemin de fer, des hôtels et même des commerces impriment eux aussi leurs propres dollars. Imaginez un peu. Vous vous rendiez dans un magasin de Philadelphie, par exemple, et vous essayez de payer avec un billet d'$1 émis par une banque du Tennessee. Immédiatement commençait une discussion avec le commerçant sur la valeur de ce billet. Vous souteniez qu'il valait bien $1, mais lui vous rétorquait que non. Non, cette banque n'avait pas bonne réputation et qu'en fait ce dollar ne valait que 50 cents. Vous vous rendez compte de la situation aujourd'hui si à chaque fois que vous allez dans un grand magasin, vous deviez discuter avec le caissier de la valeur des billets que vous lui proposez? Ce serait insensé. Le système est donc en crise quand survient la guerre de sécession qui oppose l'Union au nord à la Confédération au sud.
Les nordistes étaient à court d'argent et devaient payer leurs soldats. Il leur fallait absolument trouver de l'argent. Le plus simple quand on n'a pas d'argent, c'est d'en fabriquer. Alors, un peu comme George Washington un siècle plus tôt, Lincoln décide en 1863 de tout remettre à plat. Oui, je vous entends, monsieur, et c'est un plaisir d'être avec vous. Plus question de laisser n'importe qui imprimer des dollars. Non, je pense qu'il faut standardiser la monnaie de ce pays. Il n'y a que le gouvernement fédéral et une banque centrale qui puissent faire ça. Nous devons impérativement introduire un billet de banque fiable dans lequel nos concitoyens puissent avoir confiance. Un billet qui serait marqué du grand sceau des États-Unis, un billet sur lequel serait imprimé l'aigle pour que tous soient convaincus de sa crédibilité et de sa valeur. À partir de maintenant, il n'y aura plus dans le pays qu'une seule autorité habilitée à émettre du papier-monnaie, le gouvernement fédéral. On créa alors un billet qui fut très vite appelé le billet vert. S'il a été surnommé ainsi, c'est parce que le dos de ce nouveau billet fédéral était imprimé en vert. Pourquoi cette couleur ? Simplement parce que le vert était impossible à reproduire avec les techniques utilisées par les faussaires de l'époque. Une couleur verte qui découragera les faux monnayeurs. Alors qu'en 1859, il existait près de 10 000 billets différents, en 1866, il n'en restait plus qu'une poignée. Lincoln est donc l'inventeur du billet vert tel que nous le connaissons. De ce jour et jusqu'à aujourd'hui, les dollars vont tous avoir un air de famille. Ils sont fascinants, ils sont beaux. Regardez la qualité de la gravure. Celui-ci, c'est mon préféré. Ah, pas tout à fait, non, c'est celui-là mon favori. Si vous regardez de près ces dollars du 19e siècle, vous verrez qu'ils portent tous une mention faisant référence à l'or. C'est ce qu'on appelle le gold standard, les talons or. C'est-à-dire que la banque centrale s'engage à payer à tout porteur d'un billet sa contre-valeur en or. Autrement dit, la valeur de tous les billets en circulation ne doit en aucun cas dépasser celle du stock d'or détenu par la banque. En théorie, donc, impossible pour le gouvernement de succomber à la tentation de faire tourner la planche à billets. À la fin du siècle, les États-Unis étaient devenus la plus grande économie de la planète devant la Chine et l'Europe. Pourtant, le dollar n'était pas encore présent partout dans le monde. L'industrie tourne à plein régime, la bourse ne cesse de monter, et les gens empruntent pour acheter des actions. Alors on imprime de plus en plus de dollars, sans se préoccuper aucunement de savoir s'il y a assez d'or pour tous les rembourser. Ce qu'on appelle aujourd'hui une bulle spéculative se forme. Les Américains sont absolument encore pas du tout, disons, conscients des responsabilités internationales. Et leur politique monétaire tournée uniquement vers l'intérieur crée des coups de boutoir sur les mouvements de capitaux. Et donc met en difficulté notamment la livre sterling, qui est encore la monnaie clé, la monnaie dominante. Et ceci aboutit finalement à la dépression, où la politique monétaire américaine a joué certainement un rôle négatif pour aboutir à ça. La bulle spéculative éclate le jeudi 24 octobre 1929. La bourse s'effondre, les gens se précipitent dans les banques pour échanger leurs dollars contre de l'or. Après tout, ils y ont droit, c'est marqué dessus. Évidemment, les banques ne peuvent pas payer tout le monde, on doit les fermer. En quelques semaines, c'est le chaos économique et le début de la Grande Dépression qui mettra des millions d'Américains au chômage. Si les marchés financiers sont livrés à eux-mêmes, leur tendance naturelle est de toujours aller aux extrêmes, comme dans les années 30 quand le système financier s'est effondré. Les habitants de l'Oregon ont su s'adapter à la crise économique avec de véritables dollars de crise entièrement faits maison. Des dollars qui s'étirent comme l'inflation, garantis pour durer. Étonnamment, ces dollars sont acceptés par les commerçants locaux. Ailleurs, même à New York, le système de troc connaît un renouveau. Les choses commencent à s'arranger avec l'élection du démocrate Franklin Roosevelt à la présidence en 1933. La machine économique repart, mais voilà, 1933 est aussi la date de l'élection d'un autre chef d'État, Adolf Hitler, en Allemagne.
À la fin de la guerre, les vainqueurs s'attaquent à reconstruire le monde, par exemple avec la création de l'ONU en 1945. Pour ce qui est des monnaies, on réunit la conférence de Bretton Woods. Bretton Woods, petite ville de la côte est des États-Unis, 1944, se réunissent un certain nombre de gens avec l'idée que la Seconde Guerre mondiale n'a pas pour seule cause les dérapages économiques, la guerre des monnaies, mais que ça a été une cause. Que par conséquent, il faut essayer de remédier à ça. Et donc que pour ça, il faut mettre en place une sorte d'ONU monétaire. Conséquence du rôle fondamental des États-Unis dans la guerre, on décida de faire du dollar la monnaie centrale du système financier mondial. Les grandes monnaies avaient été laminées par la guerre. Tous nos pays étaient endettés vis-à-vis des États-Unis qui avaient financé leur reconstruction. La livre sterling n'existait pas ou peu, le franc français non plus. 44 pays signèrent ces accords, pratiquement tous les principaux pays du monde libre. L'Union soviétique fut sollicitée mais choisit de ne pas signer. Ce fut un événement sans précédent. Bretton Woods met en place ce qu'on appelle un système de change fixe. La valeur du dollar est fixée à 35 $ l'once d'or, c'est-à-dire que le gouvernement américain s'engage à remettre une once d'or à toute banque centrale qui présentera 35 $ à son guichet. Les autres monnaies du monde ont aussi une valeur par rapport au dollar pratiquement fixée une bonne fois pour toutes. Le dollar étant devenu la monnaie internationale, c'est la monnaie par excellence. C'est un privilège que d'être le pays qui émet la monnaie qui sert aux autres. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'ils financent leur déficit? Comme tous les autres pays, d'abord avec leur propre monnaie, puis ensuite ils arrivent au bout, les autres pays, ils peuvent plus, et ils sont obligés de le financer avec du dollar, avec de l'or, et ils en ont plus ou moins, et quand ils en ont plus, ils sont bien obligés de limiter leur déficit. Donc dans tous les pays, il y a une sorte de mécanique automatique de limitation du déficit, parce que tout simplement, on ne peut plus le payer. Sauf pour les États-Unis, puisqu'ils financent leur déficit uniquement avec leur propre monnaie. Donc on pourrait presque dire, en reprenant une image qui est un peu trompeuse, mais qui est évocatrice et que tout le monde connaît, qu'il y a la planche à billets qui tourne, et que par conséquent, c'est facile de financer son déficit. Dans les années 50, les États-Unis déversent des monceaux de dollars sur le reste du monde. D'abord au titre de l'aide à la reconstruction. C'est le fameux plan Marshall. Les pays de l'Europe de l'Ouest viennent de ratifier un document essentiel. Le plan Marshall a reçu leur feu vert. En résumé, l'accord de Paris donne mission à l'Amérique de fournir une fois de plus des munitions à ses alliés. Mais cette fois-ci, ce sont des munitions pour la paix sous forme de nourriture, de matériel et de dollars. En tout, plus de 17 milliards de dollars. Puis, dans les années 60, les États-Unis commencent à se payer le monde. Ils investissent massivement à l'étranger tout en faisant face aux dépenses militaires de la guerre du Vietnam. Ils payent évidemment tout en dollars. Nous investissions plus à l'étranger que le reste du monde n'investissait aux États-Unis. Alors nous affichions un déficit de quelques milliards de dollars. C'était minuscule par rapport à celui d'aujourd'hui. Mais bon, ça en énervait certains. Le président de Gaulle fut l'un des premiers à émettre publiquement des critiques. Comme il l'a dit dans les années 60, en tant que monnaie du monde, le dollar et les États-Unis disposaient d'un privilège exorbitant. Ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre, et non pas avec de l'or qui a une valeur réelle qu'on ne possède que pour l'avoir gagné et qu'on ne peut transférer à d'autres sans risque et sans sacrifice. L'hiver 64-65, la France a pris une attitude plus agressive qui s'est prolongée après 65, qui consistait à faire des conversions de dollars en or. Alors la France l'a fait avec une certaine publicité. Les Allemands en ont fait autant, mais sans le dire. Et donc les avoirs en or des États-Unis ont commencé à baisser. À ce stade, nous avions émis tant de dollars que seuls 20% des sommes détenues par les banques centrales étrangères étaient couvertes par nos réserves d'or. On craignait une perte de confiance en l'économie américaine qui provoquerait une panique bancaire. On avait peur que tous les pays exigent en même temps la conversion de leurs dollars en or. Ça aurait provoqué un désastre financier mondial. Le général de Gaulle a décidé de rapatrier l'or français
des États-Unis, qui est déposé à la Banque fédérale de réserve. Alors ça a fait... C'est une affaire tout à fait simple et technique, mais ça a fait du bruit politiquement. Alors, le général de Gaulle me demandait, est-ce que c'est... On rentre, l'or revient? J'ai dit, oui, mon général de Gaulle, non, bien sûr. Il me dit, mais il faudrait aller plus vite. Écoutez, bon... il faudrait décider qu'on envoie le Colbert, qui était notre seul croiseur à l'époque, on envoie le Colbert à Fort Knox, et puis voilà, on charge l'or, on le rapatrie. On peut dire qu'il n'en est pas question. L'arrivée aux États-Unis d'un navire de guerre français qui viendrait charger l'or pour vous créer un incident majeur, et bon, on a renoncé à ce projet. Les Américains auraient d'autant plus mal réagi qu'ils estiment rendre un service essentiel au reste du monde. Nous, Américains, nous sommes ceux qui fournissons la liquidité au monde entier. Nous faisons de l'intermédiation financière, nous faisons fonctionner le système financier mondial parce que nous avons une compétitivité financière que les autres n'ont pas. Pour ce service-là, eh bien, le dollar, s'il y a un problème, il y a un problème des autres et pas du nôtre. Ça, c'est une allusion à une phrase célèbre prononcée par le ministre des Finances américain John Connolly. Aux Européens qui se plaignaient de sa politique monétaire, il a un jour froidement rétorqué « Le dollar est notre monnaie, mais votre problème ». Ce qui est décidé dans son intérêt propre par ceux qui conduisent la politique économique américaine, le ministre des Finances américain, a des conséquences sur le reste du monde. Et on retrouve la forme de Connolly, c'est-à-dire c'est notre monnaie, on la gère comme ça nous intéresse pour nous, et ça peut devenir votre problème si la décision qu'on prend ne vous arrange pas. John Connolly n'était pas un spécialiste du sujet. C'est un homme politique, c'est un Texan. Vous savez qu'il était dans la voiture du président Kennedy quand celui-ci a été assassiné. Et un homme âgé, sur 1,95 m. Hein. Et alors il était assez désinvolte. Et il croyait que dans le monde monétaire, on pouvait un peu traiter les gens par-dessus la jambe. Il cultivait une certaine brutalité typique des Texans. Et il leur a dit « Écoutez, si vous voulez continuer à bénéficier du soutien militaire américain face à la menace soviétique, c'est vous, les gars, qui allez devoir faire baisser vos monnaies. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a que comme ça que nous pourrons réduire notre déficit. » On arrive à la suppression du système de Bretton Woods par un coup de force, qui est celui que Nixon fait au 15 août 1971 et qui va décider de couper tout lien avec l'or et de faire du dollar une monnaie flottante. Quand on est en système de change flottant, on est dans un système complètement différent, où c'est précisément l'offre et la demande de chacune des monnaies sur le marché mondial qui fait les prix. America today has the best opportunity in this century to achieve two of its greatest ideals, to bring about a full generation of peace and to create a new prosperity without war. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. On vivait dans l'idée que les monnaies étaient stables, que les grandes monnaies étaient stables, et que quand il y avait des changements, c'était des changements malheureux de petites monnaies ou de monnaies secondaires, mais que la monnaie, la grande monnaie, qui était le dollar, était totalement stable. C'était la culture dominante. Ce fut une grande surprise, même pour ceux qui, comme moi, étaient proches du pouvoir. Seules quelques personnes du gouvernement étaient au courant. Kissinger, par exemple, n'en faisait pas partie. À l'époque, il était en pleine négociation au sujet du Vietnam. Le cercle des initiés était très restreint. Les marchés financiers ont été totalement pris au dépourvu. Les Européens et les Japonais se sont déclarés très choqués. Comment? Que dites-vous? Vous voulez vraiment modifier le taux de change du dollar? Bon, mais de combien? 2%? Alors je leur ai dit, ah non, vous êtes loin du compte, plutôt de 10 à 15%. À partir de cette date, c'est peu de dire que le monde des taux de change fixes est mort. Dorénavant, la valeur du dollar va changer tous les matins, et pas rien qu'un peu. Imaginons un instant que les variations du dollar depuis 1971 deviennent des montagnes russes. Les hauts et les bas de notre manège virtuel reproduisent très exactement ceux de la vraie courbe. Attachez vos ceintures, tenez-vous bien, ça va secouer.
Au début, pas de problème, tout va bien, nous sommes dans l'époque d'échange fixe, la valeur du dollar est toujours la même. Puis arrive le début des années 70 et là, la première dévaluation, 12%. Petite reprise technique, fin de la convertibilité et là, hop, 25% en moins d'un seul coup. Le président Carter nomme alors Paul Volcker à la tête de la Federal Reserve. Celui-ci porte les taux d'intérêt à plus de 20%. La valeur du dollar commence alors à grimper, plus 25%, plus 50%, plus 100%, plus 150%, 200%. Le dollar est trop cher pour tout le monde. Il faut le faire baisser. Ce sont les accords du Plaza en 85. Et en moins de 2 ans, le dollar redescend, hélas, beaucoup trop. Alors en 87, manœuvre inverse, les grandes puissances signent à Paris les accords du Louvre, dont le but est de stabiliser le dollar. Ce qui ne marche pas si mal pendant la dizaine d'années qui suit. Puis, c'est la période de prospérité des années Bill Clinton qui le font remonter avant que 11 septembre 2001, guerre d'Irak et bateaux d'intérêt ne le fassent de nouveau plonger. Ouf! Essayons d'expliquer le pourquoi du comment d'une seule de ces montagnes, la plus haute, celle-ci. Nous sommes en 1979, l'économie américaine est en crise, le dollar est au plus bas et l'inflation au plus haut, pas loin de 15% de hausse des prix par an. Il faut absolument faire quelque chose. Alors le président Carter appelle cet homme, Paul Volcker, aux commandes de la Banque centrale américaine, la Fed. Sa mission, liquider l'inflation une bonne fois pour toutes. Au début des années 80, Paul Volcker est arrivé en poste alors que plusieurs banquiers centraux n'avaient pas réussi à arrêter l'inflation. Ils augmentaient bien les taux d'intérêt, mais jamais assez haut et pas assez longtemps. Alors dès qu'on les baissait, l'inflation revenait. C'était un peu comme un médecin prescrivant des antibiotiques à un patient, mais avec des doses et des durées insuffisantes. Dès qu'on arrête le traitement, la maladie revient encore plus virulente et alors il faut y mettre une dose encore plus forte. La Réserve fédérale dut augmenter ses taux d'intérêt, comme l'a dit Helmut Schmidt, au niveau le plus élevé depuis Jésus-Christ. La grande arme des banquiers centraux pour tuer l'inflation, c'est le taux de base, c'est-à-dire le taux d'intérêt minimum auquel on peut prêter de l'argent dans le pays considéré. Si le taux d'intérêt est bas, cela stimule l'économie mais augmente l'inflation. Si au contraire il est très élevé, l'économie ralentit et l'inflation diminue. Toute l'astuce est de placer le curseur au bon endroit. À l'époque, la préoccupation principale, c'était la très forte inflation, la hausse des prix. Alors si vous me demandez quelle était ma priorité, il s'agissait bien évidemment de diminuer l'inflation. Mais en visant l'inflation, j'ai du même coup remédié à la faiblesse du dollar. Alors, de 1980 à 1985, le dollar monte, tandis que l'inflation diminue, et que l'économie refroidit. Au passage, les gens souffrent car à 20% de taux d'intérêt, faire un emprunt coûte beaucoup trop cher. Les promoteurs immobiliers étaient furieux, d'autant plus qu'ils venaient de connaître une période faste. Alors, moitié par plaisanterie, moitié sérieusement, ils ont commencé à empaqueter des carreaux de plâtre et des briques et à les envoyer à mon bureau. Ils lui ont dit « ça ne nous sert plus à rien, prenez-les ». Les gens l'arrêtaient dans la rue en l'accusant. « C'est à cause de vous que mon père n'a plus de travail » ou « c'est à cause de vous que nous n'avons pas pu vendre notre maison ». Le dollar devient si cher en 1984 que les autorités décident d'intervenir. On réunit une grande conférence internationale au Plaza à New York. Pour les Européens, la devise américaine était trop chère. Ils ne pouvaient plus se payer tout ce qui se réglait en dollars. Les chaussures Nike, des tracteurs Caterpillar ou même simplement un baril de pétrole. Tous ces produits devenaient hors de prix. On ne pouvait s'en tirer que soit par un accord monétaire, soit par du protectionnisme. Et c'est face à la menace d'une poussée protectionniste que les Américains se sont dit il faut que ce coup-ci on essaye de faire quelque chose avec les autres. La communauté internationale décida alors d'intervenir pour affaiblir le dollar. Des montagnes russes comme celle-ci, il y en aura d'autres dans les années suivantes, mais plus jamais aussi hautes. La plupart coïncident avec des grandes crises internationales, défaillance du Mexique, crise asiatique, faillite de l'Argentine, bulle Internet. À voir pareille turbulence et des passagers aussi violemment secoués, une question se pose. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Autrement dit, qui, aux USA, gère le dollar? La Fed est la banque centrale des États-Unis. Son rôle est comparable à celui de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France avant l'euro. Nos objectifs, selon la loi, sont la stabilité des prix, une croissance durable optimale et, dans la mesure du possible, la stabilité du système financier.
La Fed est composée de 12 succursales régionales, dont les actionnaires sont les héritiers des grandes banques locales qui, au XIXe siècle, avaient le droit d'imprimer leur propre dollar. Du coup, particularité pratiquement unique au monde, la Banque centrale américaine n'est pas publique, mais privée. La Banque centrale et ses succursales appartiennent aux banques commerciales, du moins celles qui sont partie prenante du système de la Réserve fédérale. Elles sont toutefois très strictement supervisées et contrôlées par le gouvernement fédéral. En langage technico-juridique, on dit que nous sommes des instruments du gouvernement fédéral. Techniquement, nous sommes des organismes privés, mais placés sous l'étroite surveillance du gouvernement fédéral. Pour l'émission des billets de banque, la Fed a son imprimeur historique et particulier, qui lui est public, le Bureau of Engraving and Printing à Washington. Nous imprimons environ 8 milliards de billets par an, soit en valeur faciale, près de 750 millions de dollars par jour. L'endroit tient une place si spéciale dans l'imaginaire américain que les ateliers sont surplombés d'une galerie pour les visiteurs. Quant aux machines, elles ne sont pas de la toute dernière jeunesse, ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on sait que le dollar n'a jamais changé de taille ou de couleur depuis 1929. Chaque jour, ce sont 22 tonnes de billets tout neufs, craquants, qui sortent de cette imprimerie pour être distribués à travers tout le pays par tout un réseau de sous-traitants. Les États-Unis présentent la particularité d'être un pays particulièrement cash. Pratiquement 1 dollar sur 10 est représenté par un billet physique et palpable. Donc les 9 autres ne sont que des chiffres tapis au fin fond des ordinateurs des banques. 1 sur 10, ça paraît peu, mais c'est le double de la livre anglaise, du yen ou de l'euro, qui n'ont jamais dépassé 5% de leur masse monétaire en billets. En plus, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il n'y a pas de moins en moins de billets en circulation, mais de plus en plus, malgré l'avènement des cartes de crédit. C'est un cycle permanent d'entrée et de sortie des billets. En un mois, près de 10 milliards de dollars transitent par notre organisation. Cette présence particulièrement lourde des billets aux USA a 2 raisons principales. La première est purement nationale. Près de 15% des foyers américains n'ont pas de compte en banque. Leurs transactions ne se font qu'en liquide. Pour la plupart d'entre eux, c'est le seul moyen de paiement disponible. Donc, avec ses multiples usages, le liquide est toujours très important. Tout le monde en a encore besoin. L'autre raison du grand nombre de billets en circulation est une conséquence du statut de monnaie internationale du dollar. En termes de valeur faciale, il y a plus de 777 milliards de billets en circulation, dont plus de 512 milliards sont détenus en dehors des frontières des États-Unis. La grande majorité des billets circulant à l'étranger sont utilisés comme une réserve de sécurité par des gens qui souhaitent pouvoir disposer de fonds en cas d'urgence. D'où la nécessité d'être prudent et de ne rien changer trop brusquement. La conception d'un nouveau billet est un processus très compliqué. Notre premier objectif est de le sécuriser. Nous essayons de le rendre très difficile à imiter en superposant un maximum de dispositifs de sécurité. Puis nous demandons à nos graphistes de créer un style et des motifs qui intègrent ces éléments de sécurité. Tout ceci prend beaucoup de temps. Nous venons de sortir un nouveau billet de 5 $. Il nous a fallu un peu plus d'1 an, ce qui est très rapide. Alors, révolution extraordinaire, le billet vert n'est plus complètement vert. On y a mis un petit peu de couleur.
Nous sommes à la cérémonie du lancement du nouveau billet de 5 $, et là, derrière, c'est la maison de campagne d'Abraham Lincoln, le père du billet vert. Cette nouvelle série de billets colorés a été introduite en 2003. Le nouveau billet de 5 $ en fait partie. Bien entendu, il n'est pas nécessaire de rapporter les anciens billets. Jamais la Fed n'a démonétisé d'anciens billets et elle ne compte évidemment pas le faire cette fois-ci non plus. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur de dépenser et de mettre en circulation le premier nouveau billet de 5 $. Bon, qu'est-ce que je peux vous acheter? Nous avons ce livre-là, Recueil des grands discours. Parfait. Je crois que j'ai un nouveau billet de 5 $. Oui, le voilà. Oh, celui avec de nouvelles protections. Bon, soyons indulgents, ces gens ne sont pas des comédiens professionnels, mais des officiels. L'homme au premier plan représente la Fed, celui qui est juste derrière lui, le Secret Service, police ultra spécialisée qui a 2 missions et seulement 2, protéger le président des États-Unis et le dollar, c'est-à-dire lutter contre la fausse monnaie. Quant à la dame à gauche, là, c'est la caissière générale des États-Unis au Treasury Department, le ministère des Finances. C'est sa signature qui figure sur tous les nouveaux billets de 5 $. Alors, pour quelques enfants et surtout les caméras de télévision, voici une rapide formation anti-fausse monnaie. Qui est en première ligne pour lutter contre les faussaires? Vous. Quelle est la première chose à faire pour s'assurer que c'est un vrai billet? Le regarder à la lumière. Oui, le regarder à la lumière. Sur le nouveau, il y a 2 filigranes. Un gros 5, mais plus de portraits. Et une colonne de 5 bleus. C'est ça qu'il faut regarder. D'accord? L'année dernière, nous avons intercepté pour 61,4 millions de dollars de faux billets. Ce chiffre semble assez élevé. En fait, ça ne représente que 0,01% des billets mis en circulation. Un billet, c'est fait avec quoi? C'est une bonne question. La composition du papier est secrète. En fait, c'est plus du tissu que du papier. Mais malgré cela, leur durée de vie est limitée, disons entre 2 et 5 ans en fonction de la valeur. Comme toutes les grandes stars mondiales, le dollar a un look, un style, qui n'appartient vraiment qu'à lui. Mais pourquoi tape-t-il donc autant dans l'œil? Quel est le secret de son extraordinaire efficacité visuelle? Il y a d'abord la couleur, qui est très importante, et puis il y a tous les symboles qu'il y a sur le dollar. C'est presque une histoire vivante de l'Amérique, avec une histoire de la philosophie américaine, sur chacun des billets. Et de fait, les billets américains frappent l'imagination parce qu'ils sont lourdement chargés en symboles mystérieux, réputés maçonniques, venus des tout débuts de la Révolution américaine. Le verso du billet de 1 $ est ce à quoi les gens pensent en premier quand on commence à parler symboles. Au recto, il y a George Washington, le premier président du pays, qui était notoirement franc-maçon. En un sens, il y a donc bien une référence maçonnique au recto du billet. Le verso est beaucoup plus mystérieux, même pour les Américains. Au verso sont reproduites les 2 faces du grand sceau des États-Unis, dessinées à la fin du XVIIIe siècle par un comité où siégèrent entre autres Thomas Jefferson, John Adams et Benjamin Franklin. Beaucoup de gens sont absolument persuadés que ces sceaux, ces symboles, ont un sens occulte, caché. Par exemple, nombreux sont ceux qui comptent les plumes de l'aigle. Il y en a exactement 33. Les adeptes de la théorie du complot constatent que ce chiffre de 33 est celui du nombre de grades dans la franc-maçonnerie de rite écossais. Le 33e degré en maçonnerie est quelque chose d'assez connu aux États-Unis. De nombreux Américains d'extrême droite voient dans cette coïncidence quelque chose de menaçant, comme le signe d'un immense complot manipulé par une élite occulte cherchant à dominer le monde. Pourtant, sur les 56 signataires de la Déclaration d'indépendance, seulement 9 sont francs-maçons. George Washington et Benjamin Franklin l'étaient, mais pas Thomas Jefferson ou John Adams. Je ne crois pas que le lien soit à rechercher dans une conspiration des francs-maçons pour manipuler la Révolution américaine, mais plutôt tout simplement que les idéaux de la Révolution, comme ceux de la franc-maçonnerie, ont les mêmes racines philosophiques, celles du siècle des Lumières.
L'inspiration esthétique du billet vert est donc plutôt à aller chercher du côté d'une passion commune des hommes du 19e siècle pour l'ésotérisme, le symbolisme chrétien ou même l'égyptologie, comme en atteste le verso du Grand Sceau. La Grande Pyramide est le symbole de l'Égypte ancienne. L'idée ici est que les pyramides sont toujours là, siècle après siècle, et que c'est ce que feront les États-Unis. Voilà pour la pyramide. Quant à l'œil qui est juste au-dessus, il figure l'omniscience de Dieu. C'est un symbole qui remonte à des centaines d'années. Ici, il s'agit d'affirmer que Dieu veille sur la nouvelle nation américaine. Le dollar entretient d'ailleurs avec Dieu des rapports si étroits que, particularité unique dans le monde occidental, il se place explicitement sous sa protection. C'est la fameuse devise « In God we trust », notre confiance est en Dieu, qui intrigue tellement les non-américains. Le peuple américain a toujours été très religieux. C'est une réalité auquel le gouvernement a toujours rendu hommage d'une façon ou d'une autre. En 1861, au début de la guerre de sécession, un pasteur de Pennsylvanie a écrit une lettre devenue célèbre au secrétaire du Trésor, un homme du nom de Salmon Chase. Dans cette lettre, il lui écrivait que le pays s'était engagé dans une terrible guerre contre lui-même et qu'il avait donc grand besoin de la providence divine, de l'aide de Dieu. Ce pasteur implorait le secrétaire au Trésor de trouver un moyen de rendre grâce à Dieu. Un haut fonctionnaire fut chargé d'imaginer plusieurs devises. Il en proposa 4 ou 5, dont d'ailleurs aucune n'était « In God we trust ». Il les envoya à Chase, qui les étudia, et finit par en combiner plusieurs pour obtenir « In God we trust ». Dans les années 1930, cette devise était sur toutes les pièces de monnaie. À partir de 1957, on commença à la poser sur les billets, d'abord sur celui de 5 $, puis sur tous les autres. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa première apparition sur le papier-monnaie, cette phrase figure sur toutes nos pièces, tous nos billets, et elle est même devenue notre devise nationale. Comme je l'ai toujours dit, nous ne faisons confiance qu'à Dieu. Tous les autres doivent payer comptant. Mais le vrai dollar, celui qui pèse le plus lourd, n'est pas le billet vert. Le vrai dollar, c'est le dollar électronique. Celui qui n'existe que dans les ordinateurs des banques. Celui aussi qu'on peut transférer instantanément d'un bout à l'autre de la planète à partir de salles de marché comme celle-ci. De ces ordinateurs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on vend et achète du dollar pour le compte de grandes sociétés industrielles, d'institutions financières, de particuliers ou même de purs spéculateurs. Tu as 2 ordres à 45. Tu es prêt à passer l'ordre? J'ai 2 ordres de vente à 50. Le pétrole vient de toucher la limite. C'est incroyable comme les gens sont à l'achat sur l'euro. Vous voulez prendre vos profits? D'accord, j'interviens à 75 si on y arrive. L'ordre tient jusqu'à 15 heures. D'accord, au revoir. Voici ce qui fait le prix du dollar. Les touches buy, acheter, et celles vente sur lesquelles appuient ou n'appuient pas les courtiers. Mais sur quoi se base-t-il pour décider? Les gens regardent surtout les différences de taux d'intérêt entre les pays. C'est ce qui attire les capitaux. C'est pour ça que l'argent entre ou sort d'un pays. Nous surveillons donc particulièrement tout ce qui peut faire évoluer ces taux d'intérêt et les différentiels entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est le principe de base. Mais aujourd'hui, le marché d'échange est devenu absolument gigantesque. Il se vend et s'achète chaque jour à la surface de la planète entre 2000 et 3000 milliards de dollars. Du coup, cela fait bien longtemps que les courtiers ont branché le pilote automatique. Nous avons des systèmes automatiques qui permettent d'effectuer des transactions sur les devises sans que personne ne soit obligé d'appuyer sur un bouton. On appelle ça système automatisé intégral. Les ordinateurs communiquent directement entre eux et la transaction est faite. On transfère des millions de dollars en quelques secondes. C'est proprement incroyable. Maintenant, vous savez à quoi nous occupons nos journées? Regarder des écrans. Et ça, le fait que tout le monde regarde les mêmes écrans en même temps, c'est quelque chose qui a de très importantes conséquences sur le fonctionnement du marché. Auparavant, tout le monde n'avait pas les mêmes informations au même moment.
Aujourd'hui, avec Internet et la rapidité de la circulation des données, tous les acteurs voient les mêmes graphiques, les mêmes informations, les mêmes déclarations officielles. Et par conséquent, ils ont tendance à tous réagir en même temps et de la même façon. Reste un dernier facteur pour tenter d'expliquer les mouvements brutaux et rapides du dollar sur le marché des changes. Les fluctuations du dollar, du moins à court terme, sont presque totalement dues au sentiment qui règne sur le marché, son optimisme ou ses craintes. Tout dépend de l'humeur du monde au début de la journée. Si les gens vont bien et sont contents, ils vont avoir tendance à vendre du dollar. Si au contraire ils ont peur, ils vont plutôt acheter du dollar. Ces réactions sont complètement irrationnelles. C'est d'ailleurs pourquoi personne ne peut prétendre contrôler le marché des devises. Autrefois, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les banques centrales étaient les principaux acteurs du marché. Mais à mesure que le marché grossissait, leur influence s'est amoindrie. Autrefois, les gouvernements pouvaient intervenir sur le marché des devises en achetant ou en vendant des dollars pour le faire monter ou descendre et en déterminer le prix. Aujourd'hui, le marché est si énorme que c'est impossible. Aujourd'hui, le gouvernement américain contrôle d'autant moins la valeur de sa monnaie que sur 100 $, seulement 30 sont détenus par des Américains. Les 70 autres appartiennent à des étrangers, généralement des banques centrales ou des fonds d'investissement. Le plus gros détenteur de dollars au monde est la Chine, le second les monarchies pétrolières du Golfe, puis le Japon. Loin derrière, on trouve l'Europe, la Russie, l'Inde, etc. Nous sommes ici à Bahreïn, dans le Golfe Persique. On estime que les États pétroliers de la région détiennent dans leur coffre un bon quart de tous les dollars existants à la surface de la planète. Aujourd'hui, le cheikh Mohammed Al Khalifa inaugure une conférence-exposition très particulière. Son thème, dollars ou euros, quel choix pour la région. Les exposants sont les délégués des grandes sociétés de courtage et d'investissement de Londres ou de New York. Les visiteurs, leurs clients potentiels, aux fonctionnaires locaux, cadres dirigeants ou même riches particuliers. Le dollar a ici beaucoup plus d'importance que dans le reste du monde. C'est la conséquence d'une rencontre fameuse entre le roi Ibn Saoud d'Arabie et Franklin Delano Roosevelt en 1945 sur un navire de guerre américain ancré près de la mer Rouge. Négociation entre égaux ou pur impérialisme, les États-Unis prirent à ce moment-là l'engagement de protéger la péninsule arabique en échange de l'accès à son pétrole. Depuis cette date, le pétrole est toujours facturé en dollars et la monnaie des États du Golfe est liée à la devise américaine par un taux de change rigoureusement fixe. Pas étonnant donc qu'en marge de l'exposition se tienne un colloque auquel on a invité des économistes américains spécialistes des fluctuations du billet vert. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont la plus grande économie du monde et le dollar est la principale monnaie de réserve mondiale. Si l'on se penche aujourd'hui sur le sens et l'évolution de cette courbe, on observe que le dollar est sur une tendance baissière modérée, mais constante. Le marché est trop vaste. Personne ne peut le contrôler. C'est un marché mondial, aujourd'hui plus que jamais. La question est de savoir si le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis vont conserver leurs liens avec le dollar, ou s'ils vont se diriger vers d'autres devises. C'est très délicat, nous avons déjà perdu 40% de la valeur de notre monnaie. Merci beaucoup. Merci à vous. On commence à voir les gens de plus en plus anxieux. Qu'est-ce qui se passe avec le dollar? Eh bien, vraiment, il y a beaucoup de décisions au niveau gouvernemental dans cette région du Golfe actuellement qui vont être prises dans les mois prochains. Déjà, on a vu le Koweït comme premier pays qui vient de vraiment libérer sa monnaie en contrepartie avec le dollar américain. Et il se peut que nous voyons très prochainement d'autres pays à suivre le Koweït dans cette affaire-là. Est-ce que c'est maintenant la fin du dollar américain? C'était le bon papa de la région.
Et vous savez, on a du chagrin à perdre le bon papa. Mais ça ne veut pas dire que nous allons abandonner le dollar. C'est le marché qui va nous indiquer vers où aller. Nous nous orienterons peut-être vers l'euro, le dollar, une autre devise ou même des matières premières. Les Européens et le monde en général ont été dépendants du dollar pendant les 100 dernières années pour une raison toute simple. Il n'y avait pas de concurrent. C'est une situation qui a complètement changé avec la création de l'euro. Ce qui se passe depuis 10 ans du côté de Francfort, siège de la Banque centrale européenne, a-t-il vraiment tout changé du paysage monétaire? Le roi dollar, le dieu dollar, est-il en passe d'être détrôné par l'euro? Je crois que l'euro a toutes les chances d'équivaloir au dollar comme monnaie de réserve mondiale, voire de le dépasser. C'est un succès prodigieux des Européens. Si l'euro était plus militant, enfin cherchait à être plus militant, il détrônerait probablement assez vite le dollar. L'euro n'a pas été créé contre le dollar des États-Unis, l'euro n'a pas été créé contre aucune monnaie ni contre personne. La finalité américaine, je ne le dis pas de façon trop simplificatrice, mais c'est un impérialisme, c'est la puissance du monde. Hein. Ce n'est pas notre finalité. Nous ne voulons pas gouverner le monde. Nous l'avons fait au XIXe siècle, en partie d'ailleurs. Mais maintenant, ce n'est plus du tout notre mission. Alors, puisque l'euro concurrence le dollar, mais sans vouloir ni pouvoir le remplacer complètement, comment peut-on imaginer l'avenir monétaire de la planète? Je crois que nous allons vers une situation dans laquelle il y aura ce grand ensemble nord-américain. Il y aura visiblement un grand ensemble chinois. Il y aura un grand ensemble indien. Et il y aura peut-être un grand ensemble européen. Je crois qu'à mesure que le temps passe, il est probable que le système va évoluer de telle manière que la position du dollar deviendra moins exceptionnelle. Je crois que ce sera quelque chose de parfaitement naturel et sain pour l'économie mondiale. Le mot de la fin par Paul Volcker qui a sorti pour l'occasion sa boule de cristal. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que le monde vivra beaucoup mieux quand il y aura une monnaie unique pour toute la planète. La deuxième, c'est que je ne serai plus là pour le voir. Et sans doute vous non plus, d'ailleurs. Cette année, nous avons un bonnet dollar, une pince à billets estampillée dollar, un bandana pour faire du vélo. Tout ça pour dire que des pieds à la tête, les Américains sont obsédés par le dollar, par l'argent, au point de le porter sur eux.